Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est l'actuel maire du Mans, ancien ministre également. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Stéphane Le Foll. Mais où est-elle ? Mais où est-elle ? Mais la gauche capable de gouverner, la gauche laïque, fière de ses valeurs, la gauche européenne, la gauche pas islamo-gauchiste, pas woke, bref, où est le socialisme français ? Je crois que le socialisme français, il a vécu cette présidentielle avec un résultat que je vais simplement rappeler comme ça, 1,7%. Donc on est dans un moment où c'est déjà quasi une disparition électorale. Il y a potentiellement une disparition derrière politique, alors que je pense que la social-démocratie, et social-démocratie française en particulier, a apporté beaucoup de choses à la République et doit continuer à apporter beaucoup de choses à la République, à la fois dans le domaine démocratique, dans la justice sociale, et surtout dans la prise en compte de cette question écologique, en étant aussi comptable de l'économie. En fait, une socialiste, en 1987, avait défini ce qu'était le développement durable. Ne pas remettre en cause la croissance des générations futures, tout en tenant en compte l'économie, l'écologie et le social. Mais pourquoi cela n'est pas possible, selon vous, avec Jean-Luc Mélenchon ? Clairement, Stéphane Le Foll, pourquoi vous ne voulez pas vous mélenchoniser ? Pourquoi ? Parce que sur le fond, il y a des divergences qui sont majeures. Elles sont nées d'ailleurs d'un débat sur le traité constitutionnel, à l'époque, sur la question européenne. Et Jean-Luc Mélenchon, au fur et à mesure, s'éloigne de cette construction. S'éloigne d'ailleurs du message de François Mitterrand. J'ai relu moi-même, pour faire un petit texte, ce beau discours de 1995 au Parlement européen de François Mitterrand, quand il termine une de ses phrases sur « Mesdames et messieurs, le nationalisme, c'est la guerre ». Eh bien, cette phrase qui est dite donne déjà en anticipation les risques de voir la paix remise en cause. Et si personne n'est capable de dépasser sa propre histoire pour construire une histoire collective, à ce moment-là, on en revient à cette formule. Donc moi, la construction européenne et la vision qu'a Jean-Luc Mélenchon sont pas compatibles ni avec notre histoire, et celle qu'il a défendue d'ailleurs avec François Mitterrand. Oui, parce que, pardonnez-moi, c'était un socialiste. C'était un socialiste. C'était un éléphant, diriez-vous ? Oui, bien sûr, un éléphant, à l'époque, de la gauche socialiste, c'est-à-dire de la gauche du parti, qui était un trio composé de Marie-Noëlle Lienemann, Julien Dray, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout ça, c'est une histoire, et moi je ne souhaite pas que cette page soit tournée pour aller vers un concept d'une France non alignée, qui sortirait de l'Europe, dans un monde qui pourtant aujourd'hui nous conduit au contraire à considérer que le destin, la force de la France, s'inscrit dans un grand projet européen. Mais on ne comprend pas, Stéphane Le Foll, pourquoi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, voudrait cette sortie de l'Europe. Pourquoi, de votre point de vue, il voudrait effacer le Parti socialiste ? Quel est son intérêt à devenir le mandataire judiciaire de ce parti ? C'est un intérêt et ça c'est simple, c'est un intérêt d'appareil, de court terme. Parce que si on regarde, et je vais le dire aux auditeurs, les discussions qui sont en cours, c'est Julien Bayou qui a donné la clé de la négociation hier. Ça m'a frappé. Ça se joue sur 165 circonscriptions, gagnables par la gauche. Déjà, on est loin des 284 nécessaires pour avoir une majorité. Donc, le slogan Jean-Luc Mélenchon Premier ministre est déjà plus que un slogan qui est un leurre, en fait, qui consiste pour la France insoumise à négocier ces meilleures circonscriptions pour en tirer un bénéfice légitime de leur point de vue. Vous avez un doute là-dessus ? Vous aviez un doute ? Aucun doute, mais j'essaie de le dire aux auditeurs. C'est le plus grand bénéfice possible, c'est-à-dire un soutien du Parti socialiste des Verts à des candidats de la France insoumise, en contrepartie de quelques circonscriptions. Mais c'est là que ça sera intéressant au moment où l'accord va être signé. Donc je l'annonce ce matin par avance. Ça sera entre 15 et 20 circonscriptions. C'est-à-dire ce que les socialistes représentent encore aujourd'hui en moins. Et en ayant une capacité avec leurs sortants d'ailleurs, de pouvoir aller chercher ces circonscriptions. Donc la stratégie d'Olivier Faure, c'est d'assurer ces 15-20 circonscriptions, dans lesquelles, j'imagine, il y aura la sienne. Voilà l'enjeu. Mais pour faire ça, on renonce à son histoire, à ses convictions,
en disant on veut pas être Donc, soumis. pour des petits calculs, C'est pour simplement des pour une calculs. logique d'apparatchik, il est en train de liquider C'est-à-dire le d'avoir Parti socialiste. quelques députés. Alors légitimement, on peut dire si on n'a plus de députés, on n'existe plus. Donc vaut mieux avoir des députés pour exister. Mais pour avoir ces députés pour exister, au lieu de s'effacer, c'est ce que j'ai dit depuis 5 ans, il fallait au contraire s'affirmer. Parce que si la seule question qui était posée aux socialistes comme à Jean-Luc Mélenchon, c'était on tourne la page du quinquennat Hollande. Ça fait 5 ans que tout le monde le dit. Oui, mais vous n'en avez pas beaucoup fait l'inventaire. D'ailleurs, vous dites, c'est vrai, ça fait des mois et des mois. Je vous ai reçu ici il y a plusieurs mois, Stéphane Le Foll. Oui, plusieurs mois, même quelques années. Quelques années. Vous tirez l'alarme sur la mort du PS, mais qui en sont les croque-morts? Qui a accompagné le cercueil et qui l'a même précipité? Parce que c'est une... François Hollande, Anne Hidalgo? Ah mais tout le monde a sa responsabilité. François Hollande dans le fait qu'il n'a pas pu se représenter, donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé et qui était dont il a une part de responsabilité, une division profonde au sein pas du gouvernement mais du Parlement entre frondeurs et une ligne beaucoup plus dure incarnée par un Premier ministre qui s'appelait Manuel Valls. Mais rien n'a été géré. On est arrivé au bout d'un processus. Celui qui incarne la fronde aujourd'hui et qui a gagné, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'il dit? La gauche, c'est moi. Et la gauche, c'est moi, et même quelquefois la République, c'est lui. Donc on va jusqu'au bout d'une logique de personnalisation. Pendant ce temps-là, quand on tourne la page ou qu'on veut tourner la page avec des mots type les éléphants doivent se taire et nous laisser faire, tout à fait d'accord d'avoir un inventaire du quinquennat, d'avoir des critiques sur ce qui s'est passé, mais de tout solder sans rien écrire de nouveau. C'est ça qui, depuis 5 ans, nous conduit là où nous sommes. Est-ce que vous avez le moyen d'écrire une nouvelle page? Parce que la question ce matin... J'ai non seulement écrit une nouvelle page, j'ai écrit un livre. Je sais bien, et je vais même en parler. Voilà. Mais la question en ce moment, c'est de savoir quel choix vous avez vraiment. N'êtes-vous pas comme l'équipage du Titanic, condamné à choisir entre rester sur le bateau qui coule ou vous jeter à l'eau pour finir au fond de l'océan quand même? Je vous avoue que la perspective n'est pas joyeuse. Oui, vous avez résumé l'issue comme une issue fatale. Après, il faut analyser les choses comme on les ressent. Dans des élections locales, les socialistes existent. Pourquoi? Parce qu'ils s'affirment avec des personnalités sortantes ou d'autres personnalités qui affirment une ligne qui correspond à ce qu'a été le socialisme français, et cette ligne-là a gagné. Mais vous êtes écrasé. 3 blocs, monsieur Le Foll. Justement, il faut sortir Centrale, de cette idée. Macroniste, national ou nationaliste, oui, Marine Le Pen, c'est à ou gauche la de la gauche. ou la macronisation, ou la mélenchonisation. Voilà les 3 propositions. Vous n'allez pas me faire un ni. Si, ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Et vous êtes où alors à la fin? Social-démocrate et socialiste, mais tranquillement. vous n'avez pas pris le train de la social-démocratie. Vous avez raté le coche à un moment, vous auriez pu le faire. Mais j'aurais pu le faire. J'ai essayé de proposer un débat au Parti socialiste avec Anne Hidalgo, ce qui m'a été totalement refusé. Il n'y a eu qu'un vote et on a essayé d'évacuer les vrais débats. Et on a fait une campagne qui très vite a été un échec qui a conduit au résultat que j'évoquais tout à l'heure. Campagne qui n'a pas été construite sur un projet, qui a été construite sur quelques mesures, sur une somme de mesures. Pas de travail intellectuel, pas de travail idéologique, de différenciation, d'affirmation. C'est même le contraire qui a été fait pendant 5 ans. L'idée, c'était de se dire, c'était les écologistes qui avaient le vent en poupe, donc c'était, comme l'avait dit Olivier Faure à Blois, eh bien, on peut avoir un candidat PS ou un candidat écologiste. C'est pareil. Et puis, une fois que l'écologie a eu le résultat qu'elle a eu, et que Jean-Luc Mélenchon a le résultat qu'il a, maintenant, on devient mélenchoniste. Tout ça ne tient pas. C'est le sens du vent. C'est exactement. Et d'ailleurs, pour certains, ils iront ailleurs encore une autre fois. Et les électeurs, qu'est-ce qu'ils veulent, les électeurs? Ceux que je rencontre. Non mais d'accord, mais le sondage, apparemment, vous en rencontrez beaucoup, hein, mais oui. Ils sont favorables quand même, si on en croit un sondage Ipsos, ils sont favorables à 85% aux alliances en vue des législatives. Mais parce que, qu'est-ce qu'on leur dit aux électeurs? L'alliance va permettre de gagner. Donc ils sont favorables. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand vous faites des projections sur les législatives aujourd'hui, vous voyez bien que ça serait assez... ça a été quand même, j'allais dire, une force, là, encore une fois, de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, de mettre cette idée de la victoire, alors que quand on regarde les choses, il est arrivé 3e, de manière élevée, certes, c'est incontestable. Emmanuel Macron est arrivé 1er, et qui est arrivé 2e? Ça, c'est comme si, cette présidentielle, le seul qui sera en capacité de traduire le résultat de la présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas le cas, et ça ne sera pas le cas. On le sait. Mais pourquoi une jeune génération, apparemment, au Parti Socialiste, le veut? Stéphane Le Foll, nos auditeurs vous connaissent depuis longtemps. Éléphant, l'un des derniers grognards aussi de François Hollande. Combien vous pesez ce matin? Stéphane Le Foll, combien de divisions?
Que Stéphane Le Foll, combien de divisions? Déjà la sienne. Eh ben, c'est déjà ça. Voilà, ce qu'il pense, et les convictions et sa fidélité. Après, combien de divisions? Tout est à refaire. Moi, c'est très clair pour moi. Et je le dis sans fatalisme. Je le dis parce que je sens aussi des gens qui se disent, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous allez pouvoir nous proposer autre chose? Les gens l'attendent. Il y a 10 ans, le Parti socialiste français avait tout. L'Élysée, l'Assemblée, le Sénat. 10 ans après, vous êtes tout nu à la rue. Oui. Non, mais c'est un constat d'échec. Mais je n'ai aucune là-dessus discussion. Il y a un échec collectif. Mais l'échec collectif a été aggravé depuis 5 ans par une ligne politique qui a confondu la question des alliances comme un but politique avec la politique qui est d'abord ce que l'on propose aux Françaises et aux Français. C'est très important ça, le projet, les idées. Vous avez dit, c'est un constat et on a perdu sur les idées aujourd'hui. C'était les idées des écologistes qui étaient les meilleures, ça devient les idées de Jean-Luc Mélenchon qui sont les meilleures, c'est pas vrai en plus. Mais où sont vos idées? Que faire face aux fractures françaises? Avez-vous un début de projet? Mais j'ai écrit un livre qui prend tous les sujets et qui a regardé d'ailleurs la question de l'écologie avec le prisme des classes insécurisées dont j'avais parfaitement perçu que de parler de sobriété et d'effort à des gens qui sont déjà à la limite du pouvoir vivre, ça ne marcherait pas. Et je l'ai dit à l'époque, et qu'il fallait changer notre vision sur la question écologique et affirmer autre chose que simplement nous sommes, comme l'a fait Anne Hidalgo au début de sa campagne, une candidate écologiste pour finir à une candidate socialiste. C'est tout ce travail qui n'a pas été fait. Donc autant j'assume le fait qu'il y a un échec collectif et qu'après le quinquennat de François Hollande, il y aurait dû y avoir un vrai débat de reconstruction, d'analyse. Mais le voulait-il, François Hollande? Question qui lui est posée, et je lui ai dit qu'il ne l'a pas voulu, ce débat. Donc il ne voulait pas faire l'inventaire? Il n'a pas suffisamment dit ce qu'il devait défendre de ce qu'il avait fait pour considérer qu'il y avait sûrement des choses qu'il avait mal faites, mais ne rien dire ni sur ce qui a été mal fait, ni sur ce qui a été fait de bien, que ça soit sur la COP21, que ça soit sur les grandes questions internationales, que ça soit sur la lutte contre le terrorisme, à un moment où la France a connu les attentats dont on se souvient malheureusement. Ça, c'est des choses qui auraient dû être défendues. Je l'ai fait. Mais pourquoi vous n'êtes pas davantage battu, justement, pour vous présenter candidat? Vous aviez annoncé, je me souviens ici même, la défaite cinglante d'Anne Hidalgo il y a déjà plusieurs mois. Pourquoi vous n'avez pas davantage fait? Après, j'ai été loyal. Quand le vote a eu lieu, j'ai dit... Ça paye pas d'être loyal apparemment chez les socialistes. En politique aujourd'hui, la preuve, c'est que je vais me faire traiter là par Monsieur Jouvet d'éléphant, de grognard, comme c'est souvent dit. Pierre Jouvet qui est en charge apparemment des négociations, c'est bien ça. Donc, avec la France. On reprendra ce que j'ai dit ce matin. 15-20 circonscriptions pour, en contrepartie, 80 au moins circonscriptions sur lesquelles les socialistes ne pourront pas se présenter parce qu'il faudra soutenir la France Insoumise. Je l'ai dit ce matin à votre micro. Et on verra à la fin. Tout ça pour ça. Richard Ferrand qui appelle les femmes et les hommes de gauche à rejoindre Emmanuel Macron. Il y a une logique quand même à cet appel? Il y a une logique, mais aujourd'hui, je comprends la logique de Richard Ferrand. Mais là encore, quel est le projet du président de la République? L'ère nouvelle. L'ère nouvelle. Bon, ça a l'air de beaucoup vous inspirer ce matin. Il y a déjà eu une première ère nouvelle en 2017 qui a donné ce souffle à ce moment-là. Refaire la même et refaire le même scénario, ça me paraît complètement... C'est pas ce que promet apparemment le président réélu. Pour l'instant, on n'a rien. Et on pouvait se le dire en étant factuel, que ça soit sur le programme ou le projet du président actuel, ou que ça soit sur la lettre qu'il a fait aux Français, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Pratiquement rien. Et je l'avais écrit, là aussi, avant, en disant « Je crains que Emmanuel Macron soit en l'incapacité de se renouveler ». Je ne veux pas vous entraîner dans le jeu ce matin, Stéphane Le Foll, de faire le portrait robot du Premier ministre. Malgré tout, c'est important parce qu'il conduit la politique du pays. Une femme sociale, fibre écologique. Certains voient Elisabeth Borne. Vous l'avez connue quand elle était avec Ségolène Royal. Est-ce que vous voyez la flamboyance d'une politique je vois beaucoup capable de porter l'ère nouvelle, non? De technocratie que je connais bien, de compétences indiscutables, mais je ne vois pas de dimension et de coffre politique. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Le seul qui a capté tout ça, c'est Emmanuel Macron. Mais après, on a visiblement peine à trouver des personnalités qui sont capables à la fois d'être compétents techniquement, mais de porter un message
politique, parce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et c'est bien la preuve que notre démocratie va mal. Eh ben parce qu'elle est en train elle va mal de s'effacer. parce qu'il y a aussi l'enjeu des institutions. Selon l'Obs, à l'instant, Emmanuel Macron songerait à recruter ou à proposer à François Hollande de travailler justement sur un projet institutionnel, sur les institutions. Est-ce que ce serait une bonne recrue dans ce domaine, sur ce sujet ? Alors écoutez, je l'apprends en même temps que vous. J'avais vu cette annonce un peu hier soir. Je ne sais pas de quoi il s'agit. S'il s'agit de réfléchir aux institutions, faut-il qu'à ce moment-là, la réflexion porte, je l'ai déjà aussi écrit, sur des sujets majeurs. La 5e, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier sur les législatives, aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut changer cette... ces institutions, enfin ce vote présidentiel tel qu'il existe. François Hollande est-il capable de porter un projet aussi alors J'en sais rien. En tout cas, pour moi, il y a deux solutions. Oui, je le connais bien. Alors, il n'y a que deux hypothèses. C'est aller vers un septennat unique, qui redonne après au Parlement un peu de liberté et d'espace, ou alors d'aller sur un système plus à l'américaine, mais avec à ce moment-là des élections législatives de mi-mandat. Les histoires de proportionnel que j'entends répéter à longueur de journée, si c'est pour avoir une proportionnelle législative après les présidentielles, ça donnera le même résultat qu'en ce qu'on a aujourd'hui. Donc si on doit discuter des institutions, il faudra en discuter jusqu'au fond. Et pour rajouter un mot par rapport à ce qu'on a fait sous le gouvernement de François Hollande sur la question de la décentralisation, là cette fois-ci, c'est pas une réorganisation administrative qu'il faut, c'est un acte 3 de la décentralisation. Oh là là, le serpent de mer. Merci Stéphane Le Foll. En tous les cas, grognière un jour, grognière toujours. Hein. Non. Il y a du coffre politique. Bah si, écoutez ça. Quelqu'un qui écrit, qui pense, qui réfléchit et qui n'est pas toujours d'accord. Compatible. Voilà. Bonne journée à vous et à nos auditeurs. Merci beaucoup Stéphane Le Foll. Merci Sonia Mabrouk.